sont là, ils sont au rendez-vous 10h, 11h sur Semaine à la loupe. Tous les samedis, nous y sommes sur Sauter FM, les débatteurs des sujets brûlants de l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, nous parlons de la cherté de la vie. Oui, tout coûte désormais cher, en tout cas depuis peu au Bénin. Les prix des denrées alimentaires ont flambé, ça c'est connu. Les consommateurs s'en plaignent et comme le malheur n'arrive jamais seul, le coût de l'essence de contrebande qui permettait aux populations de faire des gymnases a également pris de l'envol. Difficile pour les usagers de la route de s'approvisionner en essence, notamment l'essence de contrebande. Le produit devient aussi rare à la station-service dans certaines régions comme à Parakou. N'est-ce pas une nouvelle situation qui vient rallonger la liste des peines des populations? Y a-t-il des solutions pour les usagers de la route, notamment pour la population? Décryptage des analyses à suivre. La journée de la liberté de la presse, c'était ce 3 mai 2024, la 31e édition. Les regards étaient arrivés sur l'état de la santé de l'exercice du journalisme à travers le monde. Le cas de Bénin sera apprécié en plateau débat. À ces principaux sujets viendront s'ajouter d'autres, évidemment, au plan local. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Semaine à la loupe. Merci de vous installer confortablement. En studio, Bruno Gakli, bonjour. Bonjour, Luc Monorodjo. Vous êtes là et tous les samedis, Pierre Tapovo également, bonjour. Bonjour, Luc Monorodjo. Ah oui, nous allons parler de la cherté de la vie. Tout coûte désormais cher, en tout cas au Bénin. Les prix des denrées alimentaires ont flambé, ça c'est connu depuis toujours, on l'a décrié, c'est devenu presque même la soupe à la grimace. Mais ce qui vient être nouveau ou une nouvelle situation, c'est la flambée du prix de l'essence de contrebande. Bruno Gakli. Oui, merci à vous, Luc Monorodjo. Bonjour à tous. Je pense parfois que, vous savez, c'est une actualité, il faut vraiment analyser. Dans le passé, on nous parlait de la guerre entre l'Ukraine, tout ça là, on disait cette situation qui a fait qu'il y a au sein de en tout cas à la base, l'augmentation des prix par-ci par-là, mais du coup on constate que effectivement au plan local, sinon à la base, ça ne va pas, ça a flambé au niveau des boutiques, dans les marchés. La vieille dame qui était quand même habilitée ou qui était appelée à acheter quelque chose quelque chose pour 100 francs. Aujourd'hui, le truc qui est à 100 francs aujourd'hui est remonté à 200 ou 150. Voyez-vous, c'est de la souffrance, c'est un calvaire qui ne dit pas son nom. Et parfois, on se pose la question de savoir que fait le gouvernement face à cette situation que vivent les populations. Vous savez, eux autres, ils sont de l'autre côté bien perchés dans les bureaux climatisés. Ils ne savent pas combien de fois les populations à la base souffrent ce martyre. Mais aussi, il faut relever cet aspect de la mauvaise foi des populations aussi parfois qui stockent, qui ne veulent pas céder si ce n'est pas qu'ils ont constaté la rupture sur le terrain. Vous savez, c'est cette manie du Béninois. Il aime profiter de la situation. Vous voyez, en tant que producteur, on stocke assez dans son magasin et on espère que l'actualité dise que bon, il y a la rareté de ces produits et du coup on sort. On peut dire que c'est la loi quand même du commerce. Hein. Bon, c'est la loi du commerce. Marché, oui. Même ces producteurs même là, ils ont du mal à se nourrir convenablement quand cela se doit. Parce que vous stockez et on constate que dans le marché ça n'existe plus. Et il est là à souffrir. Lui-même qui a ces aliments-là, ces céréales-là, plein stockés dans le magasin, il souffre. Il n'a même pas l'argent à acheter. Mais au lieu de prendre et de se nourrir avec, non, il préfère revendre. Voyez-vous, cette situation qui ne fait que tourner au sein de la population, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui on constate la cherté. D'autres exportent de la manière la plus frauduleuse, on exporte et puis personne ne dit rien à personne. Au même moment, quand vous exportez à flot le truc, à la base, nous souffrons.
et ça après on parlera de l'absence de ce produit-là. Certainement. C'est d'ailleurs ce pourquoi les autorités au niveau national ont pris des mesures pour interdire l'exportation, la sortie des produits vivriers vers des pays limitrophes. Pirate. Oui, c'était une décision qui datait de plusieurs mois, si je peux le dire ainsi. Oui. Mais on n'a pas dit des années, seulement qu'elle n'était pas respectée, appliquée. C'est ça, cette décision du gouvernement n'était pas respectée, surtout au niveau des frontières. Je vais nommer la frontière du Niger de ce côté. Il a fallu juste hier, moi j'ai fait le constat, c'était hier, que vraiment on a constaté que la décision elle est bien respectée sur le terrain. Et moi je salue ceci parce que on ne peut pas être là en manque. Pendant qu'on est en train d'envoyer ça dans d'autres pays, de l'autre côté. C'est vrai, nous ne sommes pas contre ça. Mais Lukman Otiori ne sert à rien d'envoyer. Mais moi, d'un côté, je n'accuse pas trop les producteurs. Vous avez produit, vous avez été seul dans votre champ, vous avez souffert, vous avez bravé le soleil, la pluie, tout ceci. Mais c'est pour un objectif donné. J'ai produit, j'ai trouvé 5 sacs de maïs. C'est un exemple que je donne, un exemple palpable. Au Bénin, le sac est cédé à peine peut-être 10 000 francs, alors que je sais que si j'arrive à envoyer ça de l'autre côté, j'aurai 5 000 francs de plus. Est-ce que généralement, même ce sont les producteurs qui exportent les produits ou ce sont des commerçants? Il y a ou c'est les deux cas sont prévisibles. Il y aura le producteur qui va vouloir envoyer ça de l'autre côté pour gagner un peu plus. De la même manière, il y aura également ce commerçant-là qui va vouloir acheter. Il sait que s'il achète, le revend ici, à peine tu reverras 2 000 francs sur le sac, alors que s'il essaie, il fait tout, même si, de l'autre côté, il y aura des tasses à payer, tout ça. Là, il sait qu'arrivé de l'autre côté, il va trouver plus. Et donc, du coup, pendant ce temps, nous sommes en train de souffrir à la base. Je veux dire quoi? Ça coûte cher parce que si on ne veut pas revendre ça au Bénin, parce qu'on se dit que c'est pas trop cher, ceux qui acceptent le revendre au Bénin, forcément, ils vont augmenter un peu d'argent. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous parlons de la cherté de la vie. Et cette cherté de la vie, on a dit, en son temps, on parlait de Covid-19, c'est ça qui a fait que la vie est chère. Après ça, on a trouvé des arguments pour parler de la guerre, en Ukraine, tout ça. Là. Aujourd'hui, nous voyons que... Y a-t-il d'alibi maintenant? Y a-t-il d'arguments pour je ne pense pas parce défendre cette cherté de la vie? Vous voyez, quand vous avez un disque dans un ordinateur ou bien dans un lecteur DVD et chaque fois vous jouez le même disque, à un moment donné, ça se raye. Donc, du coup, aujourd'hui, moi, on ne peut pas me parler de la guerre ukraino-suisse ou bien russe et autres là, ou de Covid-19. On ne va pas venir me dire que c'est ça qui fait que la vie est chère. Non, israélo-palestinienne. On a déjà entendu trop ce refrain-là. Aujourd'hui, ce refrain-là ne vaut plus rien. La vie est chère, reconnaissons ceci. La vie est chère, oui. Il faut noter dans ce même sens, il faut noter avec tout l'honneur qu'il faut. Le gouvernement a augmenté les salaires sur le salaire des Béninois, on sait. Et comment on peut comprendre que la vie est chère encore? Combien non, mais moi, je connais. Combien sont-ils à être impactés? Non. La masse salariale vous savez, comparée avec la masse béninoise. Non, vous savez, le secteur public. Naturellement, attendez, l'argent circule. Quand on parle du secteur public, lorsque hier les gens n'étaient pas à 20 000 francs comme surplus sur leur salaire, aujourd'hui les gens, il y a certains fonctionnaires qui sont à plus de 20 000 francs sur leur salaire. Et la vie était chère pendant ce temps. Vous l'avez souligné, la vie était chère. Mais derrière ça, le gouvernement a vu juste augmenter la cagnotte sur la plupart des salaires des Béninois. Aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un qui était entre griffes, ça c'est juste un exemple, je prends quelqu'un, une personne X qui était à 60 000, ce sont des fonctionnaires qui est aujourd'hui à 130 000. Ce sont des fonctionnaires payés par l'État, mais combien sont-ils? Ils sont nombreux, même si c'était le cas. C'est des milliers de citoyens béninois qui sont impactés par rapport à la population béninoise? Non, on sait. Quoi qu'on dise, le secteur privé aussi consomme beaucoup de citoyens. Le secteur public consomme aussi beaucoup. Mais si déjà le secteur public a été beaucoup impacté, c'est l'argent qui circule, il faut qu'on le reconnaisse. C'est l'argent qui circule. Je le reconnais, je reconnais que le gouvernement, j'avais dit la dernière fois, peut-être que le gouvernement a envisagé, le gouvernement a vu juste que peut-être à l'avenir, il y aura encore cette affaire de cherté de la vie, tout ça là. Mais je prends cet exemple où
un AME qui reçoit 20 000 francs de plus sur son salaire, pour aujourd'hui acheter du maïs, le prix a augmenté. L'huile, le prix a augmenté. Le sucre, le prix a augmenté. Même le riz, le prix a augmenté. Vous pensez que ces 20 000 francs là vont combler quelque chose? Oui, moi je salue l'initiative du gouvernement de revaloriser le salaire, d'ajouter les indices de tout ce qu'on veut aujourd'hui. Mais ça ne suffit pas. Ce que nous voudrions, en son temps, on a vu. Moi, je veux parler de cette affaire de ONASA. C'est vrai, aujourd'hui, chaque régime a ses réalités. On a supprimé ceci. Mais si cela existait, ça facilitait la tâche à plusieurs personnes. Si aujourd'hui nous parlons du maïs qui est à 400 francs sur le marché, alors qu'en son temps on avait la possibilité d'aller au niveau de ces boutiques témoins là pour en prendre à 150 francs, 200 francs, il va falloir qu'on revoie la copie. Oui. Aujourd'hui on peut se tromper, mais le fait de reconnaître son erreur aussi c'est une bonne chose. Il n'est pas tard pour mieux faire. Mieux faire, n'est-ce pas aussi? D'aucuns ont préconisé qu'il faut peut-être subventionner, revoir encore à la baisse les intrants, les prix des intrants. C'est possible. Ce n'est pas la solution, moi je pense, parce que ce producteur qui, c'est vrai, il avait cette possibilité de prendre le sac de l'engrais, de l'urée ou du NPK à 14 000 francs, le gouvernement lui ramène ça à 7 000 francs. Ce n'est pas le gouvernement qui va venir lui fixer le prix qu'il veut, le prix auquel il veut vendre son produit. Vrai, cette affaire de revoir, de subventionner et les intrants et autres. Ça permet d'accroître la production. Peut-être l'année prochaine, on aura à la saison prochaine une forte production de céréales. D'accroître la production, d'accord. Mais ce n'est pas parce qu'on a produit beaucoup qu'il n'y aura pas cherté de la vie. Même si on produit beaucoup et que ces producteurs stockent, personne ne viendra leur dire faites sortir et revendez ça rapidement. Ils peuvent déposer ça et attendre que ça s'augmente. Pensez-vous que c'est ce qui se fait actuellement? Moi, je pense, que même si aujourd'hui les producteurs prétendent qu'ils n'ont plus de stock dans leur magasin, je suis sûr qu'il y aura des commerçants qui ont encore ces stocks-là et qui attendent qu'on dise que bon, aujourd'hui le prix du maïs est passé à 600, 700 comme le riz, tout ça, avant de faire sortir, parce que c'est des calculs. Vous voyez, si le kilogramme du maïs est vendu vous l'avez acheté à 200 francs et que vous voyez aujourd'hui que sur le sac vous allez gagner quelque chose de 3 000 francs, alors que vous avez déjà envisagé un calcul, vous dites que si j'ai 5 000 francs sur un sac et que j'ai 100 sacs, vous imaginez déjà ce qui est là. Donc du coup, il peut avoir le stock et garder ça, mais tout en priant. C'est de ça qu'il s'agit. Personne, en tout cas moi je ne sais pas, aucun commerçant n'envisage faire une pète. Tout le monde veut faire de gros bénéfices. Oui, Bruno Gakli, y a-t-il donc pas de mesures de prévention, c'est ça? D'où la mauvaise foi des producteurs. Je le dis parce que on ne peut pas comprendre. C'est des stratégies de production ou de vente, il n'y a pas de souci, c'est le marché. Alors, vous produisez beaucoup, vous stockez beaucoup, vous calculez sur le terrain, pour vous, l'essentiel c'est d'exporter. On ne pense pas à nourrir la base. Non, on ne pense pas à céder le... N'est-ce pas aussi peut-être des affirmations à valeur abstraite? Non, moi je ne pense pas que ça soit ça. Vous savez, c'est des calculs. Le Béninois, je l'ai toujours dit, on aime trop aller au-delà de nos pensées. On aime trop penser bénéfice au-delà de nous-mêmes. Pour lui... Parce qu'à l'heure où nous parlons, il y a sans doute des producteurs qui n'ont pas... Ils ont des stocks. Certains ont des stocks, mais... Certains, mais oui. Ils espèrent toujours qu'on dise que c'est cher avant de débloquer, avant d'ouvrir les magasins et de commencer par les céder. Ils préfèrent même exporter cela. Parce que exporter, ils estiment avoir plus de bénéfices. Donc, du coup, il faut exporter. Est-ce que vous en connaissez? Bon, moi, j'ai connaissance au moins d'une ou deux qui espèrent toujours voir le prix augmenter avant d'exporter. N'est-ce pas une proportion assez faible? C'est une proportion assez faible. Oui, pour faire une déduction ça en faire une généralisation. Oui, ça c'est une proportion faible. On ne peut pas dire que c'est tous les producteurs qui le font, mais je voulais revenir sur cet aspect. Au même titre qu'on fait la promotion du coton, il va falloir qu'on fasse la promotion aussi des céréales. Parce que le producteur qui déjà focalise son regard sur assez de bénéfices, disant quand je vais produire au moins 4 hectares de coton, je vais assez faire de bénéfices, il va falloir aussi qu'on lui dise, à force de faire au moins 4 hectares de coton, il faut aussi faire au moins 2 hectares de maïs ou d'arachide ou ainsi de suite. Ça va compenser les réalités sur le terrain. Dès que
on va commencer par parler de période de soudure en matière de céréales. Ça va compenser. Donc, moi, je pense qu'il faut aussi faire la promotion d'autres céréales, d'autres cultures pour compenser les réalités du terrain lorsque ça chante, ça crie à la base. C'est ce que moi je pense. Ah oui, en tout cas, les consommateurs s'en plaignent. Et comme le malheur n'arrive jamais seul, oui, on parle désormais de l'essence de contrebande. Cette essence qui permettait quand même aux populations de faire des acrobaties, comme on le dit, de souffler un peu, mais le litre d'essence là-bas, ça ne touche pas. Pierrette. Vous l'aviez dit, hein, le malheur n'arrive pas seul. Je me demande, après ces denrées alimentaires et l'essence qu'on est en train d'observer, je me demande quel sera, à qui le tour, à quel produit. Donc pensez-vous que ça viendra aussi pour certainement d'autres produits? Oui. Nous sommes au Bénin. Et il y a plusieurs raisons qui justifient aujourd'hui la cherté de la vie. Tant qu'on ne trouve pas de solution à ceci, on va toujours continuer par créer un mouvement. À mon avis, je crois que c'est 650. C'est 750 par endroit. À Parakou, 800. Non, on parle de plus de 1000 francs. 1200 minimum, 1300, 1500 même. Ouais, 1500 par endroit. Ah, oui. Hier, moi, je me suis hasardée à communiquer avec quelqu'un qui me disait les rues de Parakou sont un peu désertes. Ah ouais. Oui. Ça, c'est vrai. Mais j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? On me dit, aujourd'hui, vous êtes dans votre quartier et il y a 2 personnes qui ont de voitures, c'est eux qui font souvent les accords, tout ça. Là. On a garé les voitures, et pas défaut d'essence. Pas défaut d'essence. Parce que même si vous avez l'argent, vous allez au niveau des stations. Il faut faire la queue. Il faut faire la queue. On fait la queue au niveau des stations et jusqu'on vient même au niveau de la route. J'ai vu des images pas possibles. C'est ça. Donc du coup, tout ceci... Et toutes les stations, non... Non, même pas l'essence. C'est ça. Donc on parle même... Moi, je dirais carrément de... Je ne dirais pas que on va parler de l'essence, la cherté de l'essence, mais je dirais simplement qu'il y a rupture de stock. C'est ce que moi je peux dire. Parce que si aujourd'hui nous parlons de la cherté de l'essence, on nous dira que l'essence n'est pas chère au niveau des pompes. Donc, mais jusque arriver là-bas, il faut faire la queue. Et rien ne prouve même, c'est ce qui décourage encore. C'est pourquoi même si moi j'avais une moto à Parakou, je préfère aller prendre de l'essence à plus de 1600 que d'aller perdre tout mon temps. Parce que vous voulez prendre 2 litres d'essence, vous avez déjà plus de 100 personnes devant vous. Et vous êtes dans le rang. Et vous priez, ça avance, ça avance, ça avance. À peine il reste 10 personnes, on vous dit que l'essence est terminée. Vous avez perdu tout le temps. Et là, maintenant, ce que vous êtes en train de refuser, c'est que vous êtes obligé maintenant de retourner. Nous avons vu, moi j'ai appris qu'il y a des gens qui ont garé les motos en ville et qui sont rentrés à la maison à pied. Parce que l'essence est terminée, vous n'avez pas l'argent sur vous, vous ne connaissez personne, vous ne connaissez pas le vendeur. Qu'est-ce qu'il faut faire? À force de tirer la moto, on abandonne, on cherche quelqu'un, une connaissance là, on dépose, on dit bon, je reviens, on rentre à la maison, peut-être c'est la nuit, on va, on tire la moto, on vient, on gare carrément, on se dit bon, je suppose, vous êtes au Quai d'Ama et puis en pleine promenade ou balade, vous êtes à Guéman ou Zongo ou voilà. Votre carburant vous lâche, vous faites comment? Là, maintenant, avant de sortir, chacun contrôle son essence. C'est la mode qui est arrivée. C'est une nouvelle forme de vie qui est arrivée. On va se conformer. On était là quand Covid est arrivé, on s'est conformé avec les cache-nez, les distances, 1 mètre, tout ça là. Aujourd'hui, nous parlons de résilience, c'est ça? Oui, aujourd'hui, vous voyez. Même au niveau des conducteurs émigrants, ces émigrants, on parle là-bas, à Parakou, quand vous allez, vous voyez les émigrants circuler partout, dans les rues, dans les voies, à la recherche des clients. Aujourd'hui, les émigrants ne circulent pas. Seuls ceux qui ont des motos rechargeables. Là. Il est assis, sur sa moto, il cherche un endroit. Et c'est à vous de marcher, de venir. Et quand vous donnez la distance, le prix minimum, c'est à partir de 300, 400, voire 500 francs. Il y a plus de 100 francs, 150, comme 200, comme on le voyait en son temps. C'est à partir de 300 et c'est à prendre ou à laisser. Donc, soit vous entendez, vous acceptez. Et quand il vous prend de là, il vous amène au point A. Il cherche un endroit où il y a un peu d'affluence. Là, il va garer encore, il attend. Donc, en son temps, les émigrants, ils gare, ils roulent dans les... Il n'y a plus ça, les rues de Parakou sont vraiment désertes. Vous savez, vous, ce qui me fait rire, c'est le témoignage d'un ami depuis Porte-Novo
qui affiche une image où un Zémidjan, qu'on appelle les Kabou-Kabou ici, traînait la moto. Pas que la moto était en panne, mais plutôt était à la recherche du client. Ah, oui. Si vous êtes client, il démarre et vous prend. C'est-à-dire, il se promène traînant la moto. A-t-on atteint ce niveau, Bruno? Lukman Orocho, on a atteint le niveau parce que ça ne va pas. Si déjà on crie l'absence ou le manque crucial des céréales, ça crie au sein de la population et ça va affecter d'autres secteurs et c'est comme ça. On est en train de voir combien de fois c'est en train d'affecter le secteur des conducteurs de taxi moto aussi. Mais c'est la stratégie là et c'est donc la meilleure stratégie. Pourquoi aller faire la queue et ne pas trouver ce liquide? Oui. Et même ces contrebandiers qui vendent au bord des routes, aujourd'hui, vous pouvez compter au bout de doigts ceux-là qui ont la force de rester encore à 200, à 400 mètres ou bien d'un quartier à un autre. Vous aurez une personne qui est installée parce que ça n'existe plus sur le terrain. Alors, quelle est la politique? Qu'est-ce qui a poussé les uns et les autres à cette manie? On se pose la question. Est-ce une manière de verrouiller ceux-là, les contrebandiers là, qui sont installés au bord des voies là, à contraindre les clients qui viennent vers eux à aller vers la pompe? On se pose assez de questions là-dessus. Mais si c'était le cas, il faut reconnaître aussi parfois que les véhicules de l'État vont s'approvisionner au niveau de ces contrebandiers. Il faut qu'on le reconnaisse, il faut qu'on ait le courage de le dire, c'est réel. Les gens font économie. Vous nous dites d'aller à la pompe. Vous voyez le nombre d'essence qui est vendu et le prix d'essence à la pompe et le prix d'essence de l'autre côté. C'est proportionnel. Au lieu, entre-temps, c'est vendu peut-être à 700 au niveau des contrebandiers installés au bord des voies, à 700, pendant que c'est vendu de l'autre côté à 600. Je préfère aller peut-être là où c'est moins cher. Le Béninois, c'est quelqu'un qui fait les calculs. C'est vendu à 700 au bord de la route. De l'autre côté, c'est vendu, au niveau de la pompe, c'est vendu à 600. J'irai à la pompe. Je me pose, moi, simplement la question de savoir, est-ce qu'une politique de pousser les gens à aller vers la pompe? Je ne sais pas. Quand vous vous amusez à demander à ces contrebandiers qu'est-ce qui se passe réellement, on vous dit que c'est le NERA qui a diminué ou qui a évolué là-bas pendant que vous, clients, vous ne maîtrisez rien du coût de l'évolution du NERA, etc. Donc, ils sont dans une manie bizarre qu'on ne comprend pas. Parfois même, ils s'entendent, ils ont un réseautage, des contrebandiers, ils s'entendent bien. Il suffit tout à l'heure, ils ont un stock à la maison, mais quand le mot d'ordre est lancé par le responsable, c'est qu'ils vont vous dire qu'il n'a pas essence. Du coup, c'est une politique, c'est une manière de se faire de l'argent pendant ces périodes-là, et puis ça marche pour eux. Ça marche, mais parfois c'est de la mauvaise volonté. Moi, je n'ai pas toujours aimé cette stratégie. Lorsque ça arrive comme ça, on profite de l'occasion. Comment? Mais c'est pas quand même sérieux. C'est un secteur quand même libéral où on peut dire chaque acteur est appelé à donner, peut-être à fixer son prix, mais le ministère du commerce devrait quand même avoir un œil regardant. Le ministère devrait avoir un œil regardant. Et en voulant avoir cet œil regardant, c'est qu'il va leur dire, ne vous installez plus. C'est interdit la vente de ces trucs-là. Mais voilà que ces derniers, c'est ce qu'ils font pour nourrir leur famille. C'est ce qu'ils font pour quand même soulager la peine des populations qui, à la base, ont toujours envie de se ravitailler en matière de carburant. Si en temps, le ministère devait jouer son rôle, le ministère doit leur interdire la vente de ce produit parce que c'est un produit interdit en temps normal. La douane devait aussi dire ou traquer ces derniers. Mais malheureusement, on sait combien de fois c'est un produit nécessaire et utile pour les populations à la base, pour les clients qui chaque jour que Dieu fait se ravitaillent au niveau de ces trucs, de ces points de vente-là. Mais combien sont-ils, ces Béninois, à aller vers les pompes? On est combien? C'est difficile. Parce que et vous l'avez d'ailleurs dit, même les officiels vont s'approvisionner. Ils vont. On sait de quoi on parle. Oui, ce n'est pas un secret d'ailleurs. Oui. Et vous l'avez évoqué, Bruno Gakli, c'est aussi les tracasseries douanières pour les contrebandiers. Voilà, ils sont aussi appelés à faire des bénéfices. Du coup, c'est le consommateur qui en paie les prix. C'est le consommateur qui en paie les prix. Vous voyez, du coup, le contrebandier calcule le douanier, il essaie de voir comment dribbler le douanier, et puis, paf, il arrive à dribbler le douanier.
ils s'entendent, ils augmentent le prix comme ils veulent. Soit c'est le douanier qui les coince, qui prend ce qu'il doit prendre sur le nom de bidon et laisse partir. Donc, franchement, ici, on parle du coût élevé du Naira au Nigeria. Soit on vous dit c'est au Nigeria que le produit manque. Jusque-là, qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité. Mais naturellement, on sait que c'est un produit interdit. Mais on ne peut rien. C'est ce que nous consommons. C'est le quotidien de la plupart des citoyens, que ce soit même au Bénin ou au-delà du Bénin. C'est le quotidien. C'est là où les clients, quand même, essaient de s'approvisionner. On ne peut rien. On n'y peut rien. La douane aussi doit essayer d'être regardant parce que parfois, quand vous les titillez, vous leur demandez réellement les mobiles de leur comportement, on vous dit c'est la douane vraiment qui nous sert. On nous dit attention, vous ne devez pas baisser le prix au-delà du prix de la station. Vous voyez, vous ne devez pas baisser le prix au-delà du prix de la station. Donc, du coup, ils ne peuvent rien que de mettre au plancher normal le prix d'un litre d'essence comparativement au litre d'essence qui est vendu à la pompe. Et à l'arrivée, c'est voilà, le transport risque de coûter. Le transport risque de coûter aujourd'hui. Quand vous allez vous rapprocher de nos frères qui transportent, les transporteurs, je veux dire, Parakou par exemple, Kandi, c'était, on sait, si vous n'avez pas de colis, c'était peut-être 1000 francs, 1500. Moi, j'ai eu la chance de faire Kandi, Manaville, à 1000 francs. J'ai eu la chance de le faire. Aujourd'hui, entre-temps, c'était, il y a de cela 2 mois en arrière, c'était à 2000. Aujourd'hui, en toute franchise, ils vont augmenter. Et là où je vois encore que le Béninois, on aime se faire du mal. Comme quand il y a des situations, les gens profitent de la situation. Vous allez voir, même si la situation partait, on va garder standard le prix qui a été donné. Aujourd'hui, ils vont dire que l'essence, le litre est à 700. Du coup, ils vont dire, quand on dit Manaville, ils vont dire 3000. Même si l'essence revenait à 350 francs, ils vont ils vont vous embrouiller, ils vont toujours garder au sommet ce qui a été déjà gardé. Et c'est là, moi, je parle toujours de la mauvaise foi des uns des autres. Le Béninois, parfois, on aime se faire du mal. On aime faire le mal à son prochain. Parce que la situation, on a vu combien de fois, au temps de Covid, les gens sont profités. Et quand il y a situation, on ne veut même plus que la situation parte. Vous savez, nous, la frontière qui est fermée. Il y a des gens, les citoyens malanvillois actuellement, qui ne veulent même pas qu'on... D'autres prix même qu'on n'ouvre pas. Parce que ça leur permet de gagner leur petit pain. Ça leur permet de gagner assez d'argent. Si on ouvrait, ça va leur... Ils vont tomber. Donc, du coup, il y a dans le rang des gens qui prient jusqu'on n'ouvre pas. Et c'est ça. Quand il y a situation, on veut profiter naturellement de la situation. On ne veut même plus que cette situation change. Et c'est ça, de la mauvaise volonté. C'est pas bon. Il va falloir qu'on prie toujours pour que le bonheur frappe à la porte de tout chacun de tous les citoyens béninois, que ça ne soit pas singulier, que ça ne soit pas des groupes donnés, non, que ça soit à toutes les personnes à la base. Ah oui, Pierre Tapovo, à l'arrivée, quand le transport coûte, ça se répercute également sur le reste des produits. Oui. Parce que la vendeuse dira, ou le conducteur dira, mais le transporteur dira, mais attendez, l'essence coûte, et la vendeuse à son tour, elle répercute ça sur toujours le consommateur. Oui, donc un peu pour dire, vous voyez, je vais prendre l'exemple d'un monsieur par exemple qui travaille et qui a son salaire. Vous imaginez le nombre de personnes qui bénéficient. C'est de la même manière si il y a cherté de la vie quelque part, on va nous parler de transporter au moins quelque chose de l'huile. Par exemple, je vais prendre l'exemple de l'huile rouge de l'autre côté du sud vers le nord. On va nous dire que le prix du transport a augmenté et donc du coup à l'arrivée, la vendeuse en gros aussi va ajouter un peu de prix. Elle ajoute le prix, celle qui prend pour vendre en détail également un peu, celle qui va prendre et préparer peut-être une nourriture avec tout. C'est toute une chaîne. Quand on parle d'un produit qui a flambé, c'est toute une chaîne et tout le monde, ça se répercute sur tout le monde. On le sent jusqu'au dernier consommateur. Y a-t-il des solutions, Bruno? Oui, il y a des solutions si véritablement, je le pense, les deux acteurs. Je veux parler du gouvernement. Revoir sa copie et de l'autre côté les clients, sinon les revendeurs ou grossistes ou détaillants revoient aussi leur copie. Alors qu'est-ce que je dis en disant ça? Vous
savez, le gouvernement, bien que ça soit un produit interdit, peut subventionner, peut baisser le prix au niveau des pompes pour amener beaucoup de personnes à fuir les contrebandiers, à aller vers, comment on appelle, les stations. Alors, comment c'est possible? Si le gouvernement veut, c'est possible. Baisser le prix, le litre à 250 francs, pendant qu'au niveau des contrebandiers, c'est à 400. Ça, c'est juste un exemple. Lorsque, en tant que client, je sais qu'au niveau des contrebandiers, c'est à 400 francs. Et là-bas, le gouvernement, au niveau de la pompe, c'est à 250. Vous pensez que j'irai de l'autre côté, là où ça fait 400? Non. Mais si c'est un petit 50 francs qui est diminué quelque part au niveau de la pompe, les populations, quoi qu'il arrive, ils vont toujours aller là-bas. Alors, entre-temps, on a souhaité aussi voir, sinon le gouvernement a émis l'idée de planter sur toute l'étendue du territoire national les mini-stations-service. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est faisable? Sinon, si c'était faisable, il faut reconnaître qu'on allait voir au moins à 100 mètres chaque petit mini-station-service sur nos tronçons. Mais est-ce que c'est faisable? Ne me dites pas que oui, parce qu'on ne peut pas mettre une mini-station-service à l'entrée de Malanville et à la sortie pour estimer qu'on a en tout cas réussi l'action. Non. Et au milieu, l'essence peut finir sur en tout cas peut finir entre deux stations. Et le camion peut vous lâcher. Voilà. Comment faire pour rejoindre l'autre bout? Donc, moi, je pense que ce n'est pas faisable. Vous descendez, vous traînez. C'est le camion. Ce qu'il faut faire pour réussir, pour amener même les contrebandiers à baisser, c'est de baisser considérablement, subventionner le carburant au niveau de la pompe, baisser considérablement le prix du litre au niveau de la pompe pour amener beaucoup de citoyens béninois à aller vers les pompes. Est-ce que ces pompes en question peuvent couvrir les besoins des populations? Parce que regardez un peu avec ce qui se présente actuellement sur le terrain, les pompes, on a l'impression qu'elles n'arrivent pas à satisfaire la clientèle. Oui, c'est impossible. La forte demande, en fait. C'est impossible. Si l'informel disparaît, on se demande si la station pourra vraiment supporter. Non, la station ne peut pas supporter, vu le risque que courent les contrebandiers, ces petits détaillants. C'est qu'on ne peut pas, quoi que le gouvernement fasse, c'est qu'il ne peut pas. Il doit penser à la multiplication de ces stations. La multiplication de ces mini-stations-là va se faire comment? Quelle localité va recevoir et quelle localité ne va pas recevoir? Parce qu'ici, il s'agit de satisfaire les populations. L'idée d'installer ces mini-stations-service, c'est de satisfaire les clients, les populations, les citoyens. Maintenant, on sait combien de fois les contrebandiers, les mini-détaillants là, arrivent à nous satisfaire. Et à chaque 100 mètres ou 50 mètres, on les voit. Même en face, à 20 mètres, on peut les voir. Donc, si on pouvait arriver à installer ces mini-stations à chaque minute ou à chaque quelques 30 minutes, je pense qu'on peut quand même combler le vide, cette soif-là des clients. Mais si on n'est pas arrivé à vouloir planter à chaque 30 minutes les mini-stations, c'est qu'on n'a pas réussi. Cette activité de contrebande va toujours continuer. Ici au Bénin, nous sommes au Bénin, nous avons des stations, mais nous ne leur pas, nous dépendons en termes d'essence et autres, nous dépendons de l'informel. Et donc du coup, moi je pense qu'il y a une bonne relation entre le président du Bénin et son homologue du Nigeria. Il va falloir qu'on s'entende d'abord pour le moment, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la politique du gouvernement, c'est d'amener tout le monde à aller vers les stations. Mais quand on sait qu'il n'y a pas de station assez suffisante, pour le nombre n'est pas suffisant pour vraiment desservir tout le monde, il va falloir d'abord qu'on se rabatte sur l'informel. Le temps pour nous de trouver une solution. La solution, c'est quoi? Tel que l'a dit Bruno Gakri, même si on ne pourra pas construire de stations, créer de stations dans toutes les localités, ils ont parlé de cette affaire de mini-station. On ne sait même pas ce que ça devient aujourd'hui. Il va falloir qu'on revoie ceci. Et il ne suffit pas, même si on a plusieurs stations, aujourd'hui, si ils arrivaient à le faire, les mini-stations, tout ça là, dans plusieurs localités, il va falloir également qu'on subventionne. On a vu dans d'autres localités où même le gaz domestique est subventionné. Mais ici au Bénin, pour acheter même, pour recharger votre gaz, il faut vous débourser 5 000 francs au moins, ou plus de 5 000 francs. Donc du coup, il va falloir vraiment que le gouvernement revoie sa copie. On va d'abord dépendre
de l'informel qui existe. D'abord, revoir cette relation entre le Nigeria et le Bénin. Comment s'explique cette cherté, s'il y a possibilité pour qu'on puisse réduire un peu le prix à la baisse pour les consommateurs. Et dans ce laps de temps, c'est penser à la création des mini-stations un peu partout, dans toutes les localités, dans toutes les localités, et subventionner. Moi, je pense que si on arrive à faire ceci, ça va alléger un peu, un tant soit peu, la tâche aux populations, surtout les consommateurs, le dernier consommateur. La journée mondiale de la liberté de la presse, c'était ce 3 mai. Cette célébration, Bruno Gakli, c'est pratiquement passé inaperçu par les... C'est vrai, il y a des analyses, des opinions sur la question, mais en termes de célébration, pour marquer d'un cachet spécial cet événement, on n'a pas vu grand-chose. Oui, on n'a pas vu grand-chose. Vous savez, le journaliste, c'est un métier noble et c'est lui qui fait la valeur des autres, mais il n'arrive jamais à se faire la valeur. Le photographe... Un cordonnier mal chaussé, c'est ça? Voilà, un cordonnier mal chaussé. Le photographe, c'est lui qui fait de belles vues, mais il n'a jamais eu le temps de se faire une photo lui-même. C'est malheureux. C'est un métier où, vous voyez, combien de fois on arrive à faire les portraits de nos familles, à garder en souvenir. C'est difficile. On n'a pas du tout le temps de penser à nous-mêmes. On pense à d'autres personnes. Le politique est là, chaque fois c'est lui qui vous appelle, il a une activité, il vous sollicite, vous lui faites un bon papier, vous lui faites le travail, mais vous autres en tant que journaliste, vous ne pensez jamais à vous-même. Je pense ma foi que c'est une journée qui nous permettra de mieux nous asseoir et de se regarder dans les yeux pour se parler, pour parler des avancées dans le domaine, des points qui bloquent l'avancée dans ce domaine. Naturellement, nous sommes au Bénin, parler du code numérique qui ne nous permet pas d'exercer convenablement ce métier. Vous voyez combien de fois cet article qui abstrait, qui contraint le journaliste à demander permission avant de prendre photo, tout ça là. Et combien de fois c'est important aussi la photo, c'est important aussi la vidéo qui permet aux autorités de prendre des responsabilités dures. Et on a vu combien de fois au Bénin, les vidéos qui ont circulé sur les réseaux ont permis aux autorités au Bénin de prendre des décisions fortes. Mais aujourd'hui, quand on nous parle de ce code numérique qui nous coince, qui vraiment, la liberté de presse, où on a vu combien de fois les journalistes étaient à la maison devant leurs enfants, on est venu juste les prendre. Vraiment, dans l'exercice de votre fonction, d'une part, la presse béninoise, on est libre, mais d'autre part, on n'est pas convenablement libre. Pierre Tapovo, Reporters sans frontières, a publié son rapport 2024 sur la liberté de la presse dans le monde. Et du 112e rang en 2023, le Bénin est passé à 89e place, gagnant ainsi 23 places en 2024. N'est-ce pas une avancée? C'est une avancée, Luc Monochio, et si c'est le rapport de Reporters sans frontières, c'est qu'ils ont vu juste et ils ne vont pas le faire au hasard. C'est suite à des analyses, à des enquêtes, à tout ce qui se passe, à l'état des lieux qu'eux-mêmes ils ont eu à faire. C'est une avancée, Luc Monochio. Moi je dirais que c'est une avancée. Ah oui, mais ça m'étonne, je suis surprise. Vous êtes surprise, Pierrette, sinon? Il y a des indices qui prouvent le contraire, c'est ça? Moi je suis vraiment surprise de ce résultat. Mais je ne veux pas dire que le résultat est faux. Peut-être que comme nous sommes à Malanville, on ne voit pas trop ce qui se passe. Mais non, peut-être aussi que... vous savez, quand vous êtes dans une classe où tout le monde apparaissait, et... Bon, vous pouvez vous retrouver, même si vous ne faites rien, vous pouvez vous retrouver à la meilleure place. Parce que nous sommes dans un contexte de polarisation de la presse dans la zone ouest africaine. Vous voyez le Mali, vous voyez le Burkina Faso, vous voyez le Niger à côté, avec des restrictions
Le Sénégal également, on a connu, sauf que là-bas, c'est beaucoup plus agissant en termes de pratiques démocratiques. Certains médias ou aussi des confrères au Cameroun on apprend l'assassinat des confrères, et donc il y a tellement d'indices où peut-être le Bénin n'est pas encore allé à ce stade où, c'est pourquoi je dis, peut-être si vous êtes dans une classe où tout le monde a paressé à regresser et que vous faites l'effort de rester sur place, voilà, vous pouvez vous retrouver à une meilleure position. Et quand on se refait à la situation béninoise, justement, on a vu la fermeture du groupe de presse La Gazette du Golfe, qui jusqu'ici reste un sujet non discuté par les autorités, c'est-à-dire déjà rangé dans les placards. Ces aspects peut-être vous amènent à dire que ce classement pourrait ne pas réellement refléter la situation béninoise. Surtout avec le contexte sécuritaire. Je laisse même d'abord l'affaire du Golfe de l'autre côté. Nous parlons de la liberté de presse. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que le journaliste est libre d'exercer son métier, quel que soit le sujet qu'il choisit. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte sécuritaire où vous avez envie même de prendre un sujet, d'enquêter dessus, de publier des informations en toute liberté, bien sûr. Mais quand vous-même vous regardez derrière, vous regardez la famille, vous regardez tout, vous sentez que ce sujet est vraiment un sujet un peu dangereux, alors que quand nous parlons de la liberté, le journaliste n'a pas une protection. Même pour aller sur le terrain aujourd'hui, le journaliste va seul. Et s'il n'avait même pas pris le soin de signaler, de notifier sa position à quelqu'un, si quelque chose lui arrivait là-bas, on va juste parler de disparition. Dans ce contexte-là, moi je ne pense pas qu'on nous dise que nous avions avancé. Il se pourrait, tel que vous l'aviez dit, par rapport à cet aspect de l'insécurité peut-être au Bénin ou dans certaines localités, les journalistes préfèrent préserver leur vie au détriment d'aller à la recherche de l'information. Nous parlons de Golfe, c'est juste un commentaire. C'est juste un commentaire que la personne, ce journaliste-là, a eu à faire. Il a donné son opinion par rapport à une situation au Bénin. Et on a sanctionné tout le groupe. Et jusqu'à aujourd'hui, on a parlé même en son temps des mesures conservatoires qui sont toujours conservées jusqu'à cet instant T. Dans ces conditions-là, et qu'on nous dise que nous avions avancé, bon, je ne sais pas sur quelle base ils se sont basés, je ne connais pas les informations qui ont vraiment donné cette faveur-là au Bénin de gagner ces points-là, je ne sais pas trop. Oui. Bruno Gakli, quand on parle de liberté de presse, il n'y a pas que des arrestations. Oui, c'est toute une panoplie. La liberté de presse au Bénin, il faut noter, je vais le dire, on est libre. La belle preuve, on est en train d'exprimer ce que nous pensons sur une actualité, sur ce plateau. Le journaliste est-il libre vraiment d'opiner sur tous les sujets possibles? Non. Là, c'est difficile. C'est difficile d'opiner sur tous les sujets et même de pointer du doigt les réalités. Peut-être c'est en filigrane, parler dans vos analyses, vous ne doivent pas vous caricaturer peut-être. Bon, si quelqu'un se retrouve dedans, elle se retrouve. Donc, vous voyez, c'est là, on restreint un peu la liberté de parole, la liberté de s'exprimer. Si, d'une part, on a cette chance peut-être d'analyser, de donner notre opinion sur un sujet, ça c'est bien, bravo, on est libre. À travers le point fait par Reporters sans frontières, on a gagné 20 places environ. C'est déjà un pas. Ça voudra dire que le bilan, leur parcours, leur investigation sur le terrain a prouvé que le Bénin a avancé. Malgré ces petits points à noter, la fermeture de ce groupe de presse, c'est le personnel, ça consommait, c'est le personnel qui était utilisé. Est-ce qu'on a pensé à ces familles, à ces personnes? Juste une opinion selon les analyses tout à l'heure. Juste une opinion. On a dit pour le chef d'accusation, c'est apologie de coup d'État. Mais là, vous voyez combien de fois on n'est pas libre au second plan. C'est difficile, c'est grave. Et
on a les instances en temps normal qui doivent nous couvrir, nous journalistes. Mais c'est comme ailleurs, quelque part où les forces de sécurité ont leur tribunal. En temps normal, avant même que ce dernier aille se faire juger de l'autre côté, il a les forces de l'ordre. J'ai suivi des films comme ça où on dit le militaire doit se faire juger dans le tribunal militaire. Oui. Alors, moi je pense que nous, notre tribunal, c'est la HAC, c'est l'ODEM, et etc. Mais comment se fait-il que c'est arrivé sans que ces instances ne sortent pour quand même plaider, pour demander la faveur, la clémence, afin qu'on puisse les reconduire? Et on dit, lorsque vous le faites, d'une part, ça va permettre à ces derniers de savoir raison garder désormais. C'est juste un plateau, c'est juste une analyse, qu'on en arrive là. Je pense que, je l'ai dit, c'est un pour un, c'est le plan dialectique. Le pour et le non. On est libre et on n'est pas libre. Cet aspect montre combien de fois la presse béninoise n'est pas libre. Et que dire du modèle économique aujourd'hui de la presse en Afrique de façon générale et principalement au Bénin? Le modèle économique, bon, il y a la presse et les presses commerciales, ainsi de suite, mais de l'autre côté, forcément, les radios communautaires n'enfoncent pas leur bec à analyser, à décrypter comme cela se doit, mais c'est le point de vue des radios commerciales qui veulent faire un bon travail d'investigation, qui veulent aller chercher la réalité. C'est ceux-là qui sont très souvent coincés. Mais quand vous êtes public, vous êtes libre. Et aussi, vous savez peut-être manipuler, ne pas trop enfoncer. Quand on est public, on n'arrive pas à enfoncer, on n'arrive pas à faire chose. Mais quand vous êtes commercial, privé, vous êtes limité dans vos analyses. Vous ne pouvez pas me dire que nous, en tant que privé, ce qu'on dira, que l'ORTB, entre griffes, je le dis, que l'ORTB pourra le dire, je ne sais pas si c'est possible. Donc, d'une part, chaque radio selon son contexte, a ses réalités. Voilà. Pierre Tapovo, oui, le modèle économique aujourd'hui, doit-on mettre ça entre parenthèses quant à l'analyse relative à la liberté de la presse? Quand nous parlons du modèle économique, nous parlons également de est-ce que le journaliste est vraiment libre de façon économique, si je comprends très bien. Sûr. Ah mais oui, quand vous imaginez, c'est pourquoi je me suis dit vraiment, moi je ne sais pas sur quoi, quels sont les éléments qui nous ont... C'est bon, moi j'apprécie, mais je ne sais pas quels sont les éléments qui nous ont fait gagner ces points-là. Mais au fond, on a vu, on a parlé de revalorisation salariale pour certains, on a vu même dans le secteur public, ça n'a pas impacté tout le monde. Et aujourd'hui, on nous parle du secteur privé jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que le journaliste est libre de façon économique? Moi, je dirais non, si d'autres sont libres de façon économique, d'autres sont toujours dépendants de façon économique. Et dans ce contexte-là, nous ne pourrons pas parler de liberté de presse. Le journaliste est là, il n'a pas peut-être, il a ses besoins et peut-être le petit salaire ne suffit pas, il est là, dépendant. Vous imaginez qu'il trouve un peu quelqu'un qui vienne de l'autre côté pour lui présenter un peu de l'argent pour qu'on lui dise telle information, je ne veux pas que tu la divulgues. Vous voulez quoi, tout le monde est tenté à un moment donné par l'argent. Quand on prend tout ceci, moi je pense, tel que je l'ai dit la dernière fois, même le travailleur aujourd'hui n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Et donc du coup, même le journaliste n'est pas libre. Ah oui. Donc la liberté de presse aujourd'hui au Bénin, il reste encore à faire. Oui, l'état de santé financier, autant pour moi, des médias en dépend aussi, vous voulez dire, Pierre Tapovo. Oui, nous égrenons les derniers instants de ce plateau. Généralement, Bruno Gatli, quand on arrive à ces genres d'occasions ou quand ces occasions arrivent, on assiste à une sorte de mutualisation des professionnels dans les différents médias. Mais cette année, j'ai l'impression où c'est peut-être assez mal en ville. Oui, non, c'est mal en ville. Peut-être que ça a été fait dans les autres villes.
Vous savez, c'est des moments plus que jamais à ce que les journalistes qui sont toujours derrière le micro dans les studios ne se frottent pas que sur le terrain de reportage, mais c'est des moments où il faut quand même mieux organiser la chose. Ailleurs, on a constaté, on a vu combien de fois c'est très beau, où les journalistes d'un groupe de presse se donnent le luxe, cette faveur-là, d'aller dans l'autre média, travailler toute la journée. Donc, échange de partage d'expériences et c'est très beau. Bon, ici, peut-être on est à Malanville, il n'y a pas assez de radio. Oui. Au-delà de ça, on est trop à distance. Ouais, Kandi est loin de nous. Ici, je place Banikwara, voilà. Donc, du coup, on n'a pas encore cette manie-là, cette manière de faire. Mais peut-être dans les années qui vont suivre, on va penser la chose à comment mieux se donner la main, parce que le journalisme, sinon les journalistes, c'est des gens qui se donnent la main. On ne se dit pas parce que nous on est, non. Le journaliste, c'est le plus social de la société, le modèle de la société. Donc, dans les années qui vont suivre, peut-être on va penser à mieux organiser la chose. C'est très intéressant quand c'est beau. Oui, Pierre Tapouvon, pour finir. Hier, j'ai posé la question de savoir s'il n'y aura pas une marche organisée par les journalistes. Et revendiquer. Non, si la vie coûte cher, le journaliste aussi va au marché. On peut toutefois organiser cette affaire de marche-là pour dénoncer la cherté de la vie. Ça n'a pas été fait au Bénin, mais ailleurs, moi j'ai vu, même en Côte d'Ivoire à côté, c'était bien fait. Les journalistes étaient sortis pour vraiment exprimer que la presse était libre, pour vraiment marquer d'un cachet spécial cette journée de liberté de presse. Mais au Bénin, ici, moi je ne pense pas que, surtout avec le régime actuel, on nous parle de marche interdite, quel que soit X. Et nous avons vu combien de fois ceux qui ont essayé la dernière fois se sont retrouvés là où ils n'aimeraient pas se retrouver. Donc du coup, tout le monde je ne sais pas, est droit aujourd'hui. Personne ne veut dérailler pour se retrouver quelque part où il va regretter demain. Donc du coup, moi je ne sais pas, nous sommes libres quand même, mais on va essayer. Bonne journée à vous. Ah oui, Pierre Tapouvon, merci, bonne journée. Et la liberté de la presse se célèbre toujours, hein, oui. Mais jusqu'au pratiquement à la mi-mai. Que la presse soit vraiment libre au Bénin. On veut vraiment la liberté de presse, la liberté d'expression. Parce que quand on parle de liberté d'expression, c'est que le journaliste ait le courage d'aborder tous les sujets qui peuvent lui passer sous les lèvres. Et qu'il ait les informations. Et puis il faut que les personnes ressources également soient ouvertes. Parce qu'aujourd'hui, même ici à Malanville, vous allez vers une personne ressource, on vous dit, l'information est là, mais vous n'avez pas accès à cette information. Parce que le citoyen à la base, lui, là, il n'est que là pour regarder le journaliste. Est-ce que le journaliste sera corrompu ou pas? En tout cas, le journaliste est impartial. On ne fait pas mal à quelqu'un. Nous sommes toujours au milieu entre deux personnes qui ne s'entendent pas. On ne fait que révéler la vérité pour mieux faire comprendre aux citoyens à la base que c'est en fait la réalité qui était cachée. Voilà l'information. Donc il va falloir qu'à la base, que les citoyens, quand on rapproche ces derniers, qui nous donnent l'information réelle. Parce que nous sommes aussi sous une pression. Et la pression ici, ce n'est rien d'autre que vous donner la vraie information aux populations à la base. La population à la base, eux autres, leur dernier ressort, c'est-à-dire leur dernier bonbon ou regard, ils ont les regards fixés sur les journalistes. Est-ce qu'ils vont nous dire la vérité? Un point tiré. Et l'ancien président, je conclue avec ses propos, l'ancien président du Ghana Jerry John, qui déclarait que les médias jouent un rôle vital dans la promotion de la démocratie et du développement durable. Ils doivent être libres et responsables pour servir au mieux l'intérêt du public. Et effectivement, le journaliste est au service du public. Mesdames, Messieurs, semaine à la loupe, on s'arrête ici pour le compte de ce matin. Bruno Gaclé, bonne journée, bon week-end. Bon week-end, Pierre Tapouvon, pareil à vous. Oui. Et surtout, bonne fête, bonne célébration de la liberté de la presse. En direct chez vous, mesdames, messieurs, je suis Loukman Worocheo. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. Fauziat Soulé était à ses côtés. Et à l'édition de l'autre côté de la baie vitrée, il s'appelle Ousmane Tinouala. De retour, mesdames, messieurs, portez-vous bien. Au revoir.